La suite de nos conférences thématiques ici au stand du ministère des Armées dans le cadre du Salon des maires avec maintenant ce sujet ô combien important et ô combien intéressant, en l'occurrence l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des sites de mémoire de la Première Guerre. On en parle avec Christian Doual, chef du bureau de la politique des lieux de mémoire au sein de la DMCA, la direction de la mémoire, de la culture et des archives au ministère des Armées. Bonjour à vous. Bonjour. Le saviez-vous? Vous, oui, mais peut-être pas ceux qui pourraient nous regarder. Le 20 septembre dernier, c'est il y a peu, 139 sites funéraires et mémoriels ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la raison pour laquelle on a choisi d'en faire une conférence dédiée, de développer de long en large cette thématique. Et avant de l'évoquer justement, est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur Doual, quel est votre rôle au sein du ministère et celui de votre bureau précisément? Alors, au sein de la direction de la mémoire, de la culture et des archives, donc on a en charge les lieux de mémoire, donc à la fois les lieux dont le ministère des Armées est propriétaire, donc les hauts lieux de la mémoire nationale, les nécropoles nationales, et les cimetières français à l'étranger. Dans plus de 80 pays, nous avons des lieux de mémoire. Et on accompagne également les territoires, les élus, dans la gestion de leur patrimoine mémoriel, que ce soit les monuments aux morts ou les actions pédagogiques qu'ils souhaitent faire autour de sujets de mémoire, ou encore mes collègues s'occupent également des commémorations nationales et peuvent aussi accompagner les communes sur ces questions-là. Alors, comment votre entité, donc la direction de la mémoire, de la culture et des archives, elle intervient sur ces questions de patrimoine mémoriel? Expliquez-nous. Alors, dans le dossier de l'UNESCO proprement parlé, donc 139 sites donc, ont été retenus par l'association qui a porté la candidature pour la partie française du bien, parce qu'il s'agit d'un dossier franco-belge. Et donc sur les 96 sites, 85 sont des propriétés, à minima foncières, mais également pour les nécropoles nationales, sont des propriétés du ministère des Armées. Donc en tant que propriétaire et gestionnaire d'une partie des sites, nous étions partie prenante de ce dossier, donc porté par une association qui est soutenue par les territoires, par les conseils départementaux de 14 départements sur la ligne de front et qui ont porté cette candidature, comme vous le rappeliez tout à l'heure, qui a abouti le 20 septembre dernier. Quelle durée pour aboutir justement à ce résultat-là? Combien de temps ça a duré très concrètement la procédure? Alors concrètement, ça a duré 12 ans. En fait, l'association s'est constituée en 2011 avec plusieurs étapes. Un travail de terrain, d'affiner en lien avec les services d'ICOMOS, donc qui est le bras droit un peu technique de l'UNESCO sur la thématique retenue. Donc on a décidé de travailler sur les sites mémoriels et funéraires et pas les champs de bataille ou d'autres sujets qui auraient pu être intéressants également de mettre en avant. Et donc ce travail ensuite a été déposé une première fois auprès de l'UNESCO qui a accepté cette candidature. Et puis lors du passage en comité du patrimoine mondial de 2018, notre dossier arrivait en même temps que plusieurs dossiers liés à des questions de mémoire, les prisons en Argentine, les mémoriaux au Rwanda, les plages du débarquement en France, les sites de la Première Guerre mondiale que nous portions. Et donc le comité du patrimoine mondial a décidé de mettre un moratoire sur ces dossiers pour réunir des experts, des historiens et créer un comité international pour savoir si tous ces sites de mémoire, qui étaient nombreux à candidater pour être reconnus par l'UNESCO, étaient compatibles avec le message plutôt de paix que défend l'UNESCO. Et donc il a fallu attendre janvier 2023 pour que, à la suite des 2 rapports qu'ont rédigé ce comité d'experts, pour la levée du moratoire et qui ouvrait la porte à un nouveau passage en comité du patrimoine mondial. Nous avions le choix entre déposer cette année ou l'an prochain le dossier.
on a décidé de le faire immédiatement. Donc dès février, le dossier et les compléments, parce qu'entre 2018 et aujourd'hui, un certain nombre d'évolutions avaient eu lieu sur l'ensemble des sites français. Et donc le dossier a été déposé, finalisé en février, et à Riyad, lors de la dernière session du Comité du patrimoine mondial, un avis favorable a été donné pour l'inscription sur la liste du patrimoine de ces 139 biens. Ce qui est intéressant, et ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a donc eu des sachants qui ont apporté une expertise pour justement s'assurer que c'était entre guillemets conforme à l'esprit de l'UNESCO. C'est ça que vous nous expliquez? Voilà, tout à fait. Et par ailleurs, les 2 autres dossiers, celui de l'Argentine et le Rwanda, ont également été inscrits sur la liste du patrimoine mondial à cette session. Nous aurons aussi l'an prochain le dossier des plages du débarquement qui va tomber l'année... dans le cadre du 80e anniversaire. Tout à fait, donc qui sera aussi intéressant de suivre et d'accompagner ce dossier donc, sur nos lieux de mémoire. Pour revenir sur le processus, Christian Doual, quel a été le rôle du ministère? Comment le ministère a œuvré pour faire en sorte que justement il y ait cette reconnaissance? Alors, on a participé à plusieurs étapes. Tout d'abord, il a fallu réunir l'ensemble des données qu'on possédait nous. On a un certain nombre d'archives sur nos sites. Et donc, pour alimenter les chercheurs et l'association qui travaillait sur les sites, pour essayer de composer une série cohérente avec éviter les doublons dans les sites, parce que des sites, on en a plus de 3000 liés à la Première Guerre mondiale. Donc cette sélection de 96 sites s'est faite sur un certain nombre de critères, et notamment le fait que chacune était un unicum et représentait une facette du conflit, par la nationalité des personnes qui étaient des soldats qui avaient combattu, par l'aspect architectural du site qui est complètement atypique, ou par des aspects d'une commémoratif important. Voilà. Donc l'ensemble de ces critères a permis de définir donc, cette série. Et donc nous avons ensuite accompagné l'association sur l'ensemble des étapes, y compris l'ICOMOS questionnait régulièrement et demandait des compléments sur ce dossier, donc en lien avec également les territoires et l'association. On a travaillé de main dans la main sur ce dossier pour qu'il puisse être validé en septembre dernier. Alors ce label UNESCO, il est connu de tous, ou presque. C'est une marque, évidemment, avec une forte charge symbolique, si je puis dire, mais pas que. Qu'est-ce que ça change concrètement d'être reconnu par l'UNESCO? Alors, déjà, voilà, cette reconnaissance internationale de nos sites, elle est importante. Le ministère des Armées promeut le tourisme de mémoire et essaye de développer et de sensibiliser les jeunes générations, mais pas que, à ce patrimoine que l'on entretient et qui est important pour nous. Et puis, sur les territoires, ça peut aussi, au-delà des sites, créer une dynamique, y compris économique. Ce tourisme de mémoire est aussi un élément important. Oui, parce que ça participe à un rayonnement et donc, par définition, ça peut attirer aussi une certaine fréquentation touristique. Voilà. Et puis, ces sites sont situés pour la plupart dans des toutes petites communes. On a quelques sites urbains, mais qui sont minoritaires. Donc, dans des petites communes où, à part l'église et le cimetière ou la nécropole, finalement, le patrimoine est peu mis en avant. Donc, c'est vraiment un coup de projecteur important sur ces sites. Et maintenant, ce qu'on doit mettre en place, c'est cette dynamique de gestion et de mettre en réseau ces sites inscrits, pour enclencher une dynamique. Alors certes, sur l'aspect entretien, ils sont chacun des gestionnaires, que ce soit les cimetières allemands, ceux du Commonwealth, les nécropoles nationales sont très bien entretenus, mais il faut mettre en place toutes les actions de médiation, de valorisation qui sont déjà présentes, mais qui vont vraiment... l'inscription va être un accélérateur pour l'ensemble de ces actions qui doivent se développer. Et cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous évoquez la gestion. Dans quelle mesure cette inscription vous oblige très concrètement? Ça veut dire quoi en termes de cadre juridique qui encadre justement le fait d'avoir un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO?
Alors curieusement, depuis la convention de 1975 de l'UNESCO, le droit français n'a reconnu qu'en 2016 en fait les biens inscrits, voilà cette qualification. Et donc avec la loi Liberté de création, architecture et patrimoine portée par le ministère de la Culture. Et donc depuis, le Code du patrimoine de manière très light, il y a très peu d'articles qui cadrent le patrimoine mondial dans le droit français. Donc donne un cadre finalement d'obligation partagée entre l'État et les collectivités pour la protection, la valorisation des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Mais pour les collectivités, est-ce qu'il n'y a pas une petite inquiétude quelque part, et ça serait paradoxal avec le fait d'être reconnu justement et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, sur le fait de se dire, oh là, attention, en fait, c'est peut-être pas tant une chance que ça va peut-être nous contraindre beaucoup plus qu'on ne l'imaginait. Alors, les contraintes réglementaires, il y a de manière très pragmatique une obligation en annexe des PLU, donc des plans locaux d'urbanisme, d'annexer le périmètre du bien et de sa zone tampon. Et puis, dans le cadre des schémas de cohérence territoriale également, de manière graphique, de représenter la délimitation du bien et de sa zone tampon. Donc la zone tampon, c'est l'écrin qui a été défini autour du bien comme une zone un peu sensible dans laquelle il faut faire attention à ce qui pourrait s'y passer. Mais je pense qu'au contraire, cette inscription est plutôt une force pour ces documents. Et il doit créer plutôt une dynamique positive dans les territoires plutôt que la voir comme une contrainte réglementaire telle que ça pourrait être perçu par exemple pour un monument historique ou avec la question des abords, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas... l'architecte des bâtiments de France n'intervient pas sur les biens UNESCO spécifiquement. C'est juste, de par le Code du patrimoine, une obligation de résultat qui est demandée aux collectivités en partenariat avec l'État. Vous avez pu échanger avec les représentants des collectivités concernées justement par les sites qui ont été promus au sein de l'UNESCO? Oui. Alors, nous, on travaille à la fois lors des différentes instances de mise en place par l'association. Donc la candidature est portée par l'association elle-même qui émane soutenue par 14 départements. Donc on rencontre évidemment les présidents des conseils départementaux des territoires concernés lors des différentes instances. Et puis on travaille aussi avec les techniciens des collectivités qui, eux, nous posent des questions sur quelles contraintes pour le territoire, ce qu'on vient de dire. Donc on essaie de les rassurer et de leur dire que les sites aujourd'hui sont en très bon état, ils ne sont pas menacés, donc c'est pas... c'est juste de se saisir de cette inscription pour en faire un élément moteur dans les dynamiques portées par les collectivités. Et parce que c'est surtout et avant tout une très belle opportunité que d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci beaucoup pour cet éclairage, Christian Doual, et merci à vous tous d'avoir suivi cette conférence thématique. On se retrouve dans peu de temps pour une nouvelle conférence. Merci à vous. Merci.